Le brouillard matinal de Lyon enveloppait encore les quais de Saône lorsque le téléphone de Marie Dubois vibra sur sa table de nuit. 6h30, un mercredi de novembre particulièrement froid. La capitaine ouvrit les yeux, habituée à ces réveils brutaux qui ponctuaient sa carrière dans la brigade de protection des mineurs. Ses cheveux châtains ébouriffés encadraient un visage fatigué mais déterminé, marqué par 15 années de service et des nuits trop courtes. « Capitaine Dubois à l'appareil », dit-elle d'une voix encore enrouée par le sommeil. « Marie, on a un signalement urgent rue de la Croix-Rousse. Appartement 3B, immeuble délabré près de la place des terreaux. Voisins ont appelé cette nuit. Ils entendent des pleurs d'enfants depuis 3 jours. Personne ne répond, expliqua le sergent Moreau, son adjoint depuis 5 ans. Marie s'assit au bord de son lit, frottant ses tempes où une migraine naissante commençait à poindre. J'arrive dans 20 minutes. Contacte les services sociaux et prépare une équipe. Et Moreau prend le matériel d'urgence. L'appartement de Marie, situé dans le 6e arrondissement, reflétait parfaitement sa solitude organisée, impeccablement rangée. Chaque objet avait sa place, mais l'absence de désordre trahissait un vide émotionnel. Sur sa commode, une photo de mariage écornée qu'elle n'arrivait pas à jeter côtoyait un faire-part de naissance jamais envoyé, vestige d'un rêve brisé 3 ans plus tôt. En enfilant son uniforme bleu marine, Marie évita soigneusement de regarder la chambre d'enfant transformée en bureau, dont elle gardait la porte fermée depuis son divorce avec Thomas. 25 minutes plus tard, Marie garait sa Peugeot de service devant un immeuble de 5 étages, aux façades noircies par la pollution. La Croix-Rousse, ce quartier historique des Canutes lyonnais, conservait son charme ouvrier mais abritait désormais de nombreuses familles en difficulté. Les fenêtres aux volets fermés semblaient autant d'yeux aveugles sur la misère sociale. Le sergent Moreau, un homme trapu au visage bienveillant, l'attendait déjà avec l'assistante sociale Madame Bertrand, une femme d'une 50aine d'années dont l'expérience se lisait dans ses rides précoces. La mère a été arrêtée avant-hier soir pour trafic de stupéfiants. Héroïne. Elle était complètement défoncée quand on l'a embarquée, expliqua Moreau en consultant son carnet. Elle a mentionné un fils, mais dans son état, impossible d'obtenir des détails cohérents. Les voisins du dessous disent qu'ils entendent parfois un enfant pleurer, mais ils pensaient qu'elle le gardait avec elle. Madame Bertrand secoua la tête avec amertume. Encore un cas qu'on aurait pu éviter si les signalements avaient été pris au sérieux plus tôt. Cette femme était suivie par nos services depuis 2 ans, mais elle changeait constamment d'adresse. L'escalier craquait sous leurs pas, dégageant une odeur mélange d'humidité et d'urine. Les murs lépreux portaient les stigmates de décennies de négligence, et la minuterie défaillante les plongeait par intermittence dans l'obscurité. Marie sentait son cœur s'accélérer à mesure qu'il montait vers le 3e étage. Ses interventions la bouleversaient toujours, mais elle avait appris à canaliser ses émotions pour rester efficace. « Madame Durand ? Police ! Ouvrez s'il vous plaît !» cria-t-elle en frappant énergiquement à la porte 3B. Seul un silence oppressant lui répondit. Moreau sortit son matériel de crochetage, une compétence acquise durant sa formation spécialisée. Les voisins confirment qu'il n'y a plus de bruit depuis hier soir. Ça m'inquiète, murmura-t-il en travaillant la serrure. Le déclic métallique résonna dans le couloir sombre, et Marie poussa doucement la porte. L'odeur qui s'échappa de l'appartement la frappa comme une gifle, un mélange de nourriture avariée, d'excréments et de désespoir humain qui prenait à la gorge. L'appartement de 2 pièces était dans un état indescriptible. Des seringues usagées jonchaient le sol du salon, mélangées à des emballages de nourriture vide et des vêtements sales. Les murs moisis portaient des taches d'humidité qui dessinaient des cartes imaginaires de la désolation. Marie avança prudemment, sa main droite instinctivement posée sur son arme de service, tandis que Madame Bertrand restait près de l'entrée, visiblement écœurée par le spectacle. « Il y a quelqu'un » appela doucement Marie. Un bruit étouffé provint de ce qui semblait être la chambre. Elle échangea un regard inquiet avec Moreau et s'approcha de la porte entr'ouverte. Ce qu'elle découvrit lui serra le cœur comme un étau. Dans un coin de la pièce, recroquevillé sur un matelas souillé posé à même le sol, un petit garçon d'environ 8 ans se cachait sous une couverture trouée. Ses cheveux blonds emmêlés encadraient un visage émacié aux joues creuses, et ses grands yeux bleus exprimaient une terreur absolue, mêlée à une résignation qui n'aurait jamais dû habiter le regard d'un enfant. « Bonjour mon petit », dit Marie en s'agenouillant lentement, adoptant le ton le plus doux possible. « Je suis Marie, je suis policière. Tu n'as rien à craindre, on est là pour t'aider. » L'enfant ne répondit pas, se contentant de resserrer la couverture autour de lui comme un cocon protecteur dérisoire.
Ses lèvres gercées tremblaient, et Marie remarqua les traces de larmes séchées sur ses joues sales. « Comment tu t'appelles » tenta-t-elle encore en s'asseyant en tailleur pour paraître moins imposante dans son uniforme. Madame Bertrand s'approcha à son tour, ses années d'expérience lui dictant la procédure. Il faut l'emmener immédiatement au centre médical pour un examen. Il a l'air déshydraté et sous-alimenté. Ensuite, placement d'urgence en foyer. Mais Marie leva la main pour lui demander de patienter. Quelque chose dans le regard de cet enfant l'interpellait profondément, réveillant en elle des instincts maternels qu'elle croyait avoir définitivement enfouis après sa séparation. « Tu as faim ? Tu as soif ?» demanda Marie avec une infinie douceur. L'enfant hocha imperceptiblement la tête, et elle sortit de sa veste une barre de céréales qu'elle gardait toujours pour les situations d'urgence. Elle la posa délicatement devant lui, sans faire de geste brusque. « Tu peux la prendre, elle est pour toi. » Le petit garçon hésita longuement avant de tendre une main squelettique vers la friandise, qu'il dévora avec une avidité déchirante. Pendant qu'il mangeait, Marie observait l'appartement, reconstituant mentalement le calvaire de cet enfant. Des biberons moisis traînaient sur le sol, suggérant qu'il avait dû se débrouiller seul pour se nourrir. Les rideaux tirés plongeaient la pièce dans une pénombre permanente, et l'absence totale de jouets ou de livres témoignait d'une enfance volée. « Depuis combien de temps tu es tout seul ici ?» demanda-t-elle doucement. Cette fois, l'enfant leva les yeux vers elle et articula d'une voix à peine audible. « Maman, parti, méchants hommes. » Sa voix se brisa et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Marie sentit sa gorge se serrer. Elle avait traité des centaines de cas similaires, mais celui-ci la touchait d'une manière particulière qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Les méchants hommes ne peuvent plus te faire de mal. Tu es en sécurité maintenant, » lui assura-t-elle en tendant lentement la main vers lui. Contre toute attente, l'enfant ne recula pas. Au contraire, il fixa intensément le visage de Marie, comme s'il cherchait à percer les mystères de cette femme en uniforme qui lui parlait avec tant de bienveillance. Moreau revint du salon avec quelques affaires qu'il avait pu récupérer, quelques vêtements d'enfant relativement propres et un petit ours en peluche élimé, qui semblait être le seul compagnon de l'enfant. On a trouvé ça sous le canapé, et quelques papiers d'identité dans un tiroir. Il s'appelle Lucas Moreau, 8 ans. Sa mère s'appelle Sandrine. Marie hocha la tête mais garda ses yeux fixés sur l'enfant. « Lucas, c'est un joli prénom, » dit-elle avec un sourire qui se voulait rassurant. « Tu veux bien venir avec nous ? On va t'emmener dans un endroit où tu pourras te laver, manger chaud et dormir dans un vrai lit. » L'enfant la regardait toujours intensément, comme s'il pesait chaque mot, chaque expression de son visage. Puis, dans un souffle qui bouleversa Marie jusqu'au plus profond de son être, il murmura « Tu vas rester avec moi ?» Ces quelques mots prononcés avec une confiance naissante réveillèrent en elle des émotions qu'elle avait soigneusement enfouies depuis son divorce. « Je vais faire tout ce que je peux pour ça », répondit-elle sincèrement, sans réaliser qu'elle venait de prendre un engagement qui changerait sa vie à jamais. 3 heures plus tard, Marie se tenait dans le couloir stérilisé de l'hôpital Édouard Herriot, observant à travers la vitre de la chambre pédiatrique où Lucas subissait un examen médical complet. L'enfant, désormais vêtu d'une blouse d'hôpital bleue, trop grande pour lui, serrait contre sa poitrine le petit ours en peluche récupéré dans l'appartement. Le docteur Catherine Lemoine, pédiatre expérimenté aux cheveux grisonnants, sortit de la chambre en retirant ses gants, son expression grave trahissant ses préoccupations. Déshydratation sévère, malnutrition chronique et plusieurs ecchymoses anciennes qui suggèrent des négligences répétées, annonça-t-elle à Marie et Madame Bertrand. Physiquement, il va s'en sortir, mais psychologiquement, cet enfant présente tous les signes d'un traumatisme profond. Il ne parle pratiquement pas, sursaute au moindre bruit, et refuse catégoriquement que quiconque d'autre que vous, capitaine, s'approche de lui. Marie sentit son cœur se serrer. Elle avait remarqué cette connexion particulière dès leur première rencontre, mais entendre un professionnel le confirmer lui donnait un sentiment de responsabilité écrasant. Dans la salle d'attente aux murs beige et aux néons blafards, Madame Bertrand consultait frénétiquement son dossier informatique sur sa tablette. « J'ai contacté le foyer Saint-Antoine dans le 3e arrondissement. Ils ont une place libre et leur équipe est spécialisée dans l'accueil d'urgence d'enfants traumatisés. » Elle leva les yeux vers Marie, qui fixait obstinément le sol carrelé. « Marie, je sais que c'est difficile, mais vous devez garder vos distances. Cet enfant a besoin de professionnels formés, pas d'un attachement personnel qui pourrait compliquer sa prise en charge. » Marie connaissait la procédure par cœur. Elle l'avait appliquée des dizaines de fois. Mais cette fois-ci, quelque chose en elle se rebellait contre la froide logique administrative. Et sa mère, des nouvelles du procureur,
demanda-t-elle pour éviter de répondre directement aux préoccupations de l'assistante sociale. Sandrine Moreau a été déférée ce matin. Trafic de stupéfiants aggravé, récidive. Elle risque 2 ans ferme minimum. De toute façon, dans son état, elle n'est absolument pas en mesure de s'occuper d'un enfant. Le juge des enfants ordonnera certainement un placement de longue durée. Le téléphone de Marie vibra. Un message de son ex-mari Thomas. « Marie, on peut se voir ce soir? Il faut qu'on parle de la maison. » Elle éteignit son téléphone sans répondre, agacée par ce timing particulièrement mal choisi. Sa vie personnelle en ruine contrastait cruellement avec sa responsabilité professionnelle envers Lucas, créant en elle un sentiment de déchirement qu'elle peinait à gérer. Comment pouvait-elle prétendre sauver cet enfant alors qu'elle n'arrivait même pas à reconstruire sa propre existence? Une infirmière vint les chercher. « Le petit vous réclame, capitaine. Il refuse de manger tant que vous n'êtes pas là. » Marie suivit l'infirmière, laissant Madame Bertrand dans la salle d'attente avec ses formulaires et ses procédures. En entrant dans la chambre, elle découvrit Lucas assis au bord du lit médical, ses petites jambes ballottant dans le vide, ses yeux bleus scrutant anxieusement chaque personne qui passait dans le couloir. « Salut Lucas », dit-elle doucement en s'approchant. Le visage de l'enfant s'illumina imperceptiblement, ce qui serra le cœur de Marie d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Tu as mangé ?» Lucas secoua la tête et montra du doigt le plateau repas intact, posé sur la table roulante. « J'avais peur que tu partes », murmura-t-il, sa voix encore fragile trahissant une vulnérabilité déchirante. Marie s'assit sur la chaise à côté du lit, cherchant les mots justes. « Je t'ai dit que je ferais tout pour rester avec toi et je tiens mes promesses. » L'infirmière apporta une chaise supplémentaire. « Vous pouvez déjeuner avec lui si vous voulez. Ça l'aiderait sûrement. » Marie acquiesça et s'installa face à Lucas. Le repas était simple. Purée de carottes, escalope de dinde, compote de pommes. Des saveurs basiques qui contrastaient avec la complexité des émotions qui l'envahissaient en regardant cet enfant manger avec une lenteur méticuleuse, comme s'il savourait chaque bouchée après des jours de privation. « Lucas, est-ce que tu te souviens de ton papa ?» demanda Marie avec précaution. L'enfant arrêta de manger et son regard se voila. « Papa, parti quand j'étais petit. Maman dit qu'il nous aimait pas. » Ces mots étaient tachés, prononcés avec la simplicité brutale de l'enfance face aux drames adultes. Après, maman, elle pleurait beaucoup. Elle prenait des médicaments pour pas pleurer, mais après, elle dormait tout le temps. Marie sentit sa gorge se nouer en comprenant que Lucas avait assisté impuissant à la descente aux enfers de sa mère. « Et toi, pendant qu'elle dormait, qu'est-ce que tu faisais ?» poursuivit Marie, bien que redoutant la réponse. « Je regardais la télé. Je savais ouvrir les boîtes de conserve avec le couteau. Des fois, les messieurs venaient voir maman, ils criaient mots forts. Moi, je me cachais dans la penderie. » Lucas parlait de sa survie quotidienne avec un détachement qui glaça Marie d'effroi. Cet enfant avait dû grandir trop vite, développer une autonomie précoce pour compenser l'absence totale de protection parentale. Madame Bertrand apparut dans l'encadrement de la porte, consultant sa montre avec l'impatience administrative des procédures qui n'attendent pas. « Marie, le foyer nous attend. Il faut y aller si on veut que Lucas soit installé avant le goûter. » Marie regarda Lucas qui venait de finir son repas. L'enfant comprit immédiatement que quelque chose se tramait et son visage se ferma, retrouvant cette expression de terreur qu'elle avait découverte quelques heures plus tôt dans l'appartement sordide. « On va où ?» demanda Lucas d'une petite voix tremblante. Marie chercha ses mots, consciente que sa réponse déterminerait la suite de leur relation naissante. « Dans un endroit où des gens très gentils vont s'occuper de toi. Il y a d'autres enfants, des jeux, une vraie école. Tu viens avec moi ?» l'interrompit Lucas, ses yeux implorants fixés sur elle avec une intensité bouleversante. « Marie hésita, consciente du regard réprobateur de Madame Bertrand. « Je viendrai te voir très souvent, promis. » Lucas se leva brusquement du lit et courut vers Marie, s'agrippant à sa veste d'uniforme avec une force surprenante pour son petit corps amaigri. « Non, je veux pas. Je veux rester avec toi. » Ses cris résonnèrent dans la chambre d'hôpital, attirant l'attention du personnel soignant. Marie sentit ses défenses émotionnelles s'effondrer face à cette détresse pure. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur et le prit doucement dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre elle. « Lucas, écoute-moi bien, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder stable. « Je suis policière. C'est mon travail de protéger les enfants comme toi. Mais il y a des règles que je dois respecter. » L'enfant la regardait avec des yeux remplis de larmes, accrochant désespérément à chaque mot. « Mais je te promets, sur ce que j'ai de plus cher, que je ne t'abandonnerai jamais. Tu comprends ? Jamais. » Ces mots prononcés avec une conviction qu'elle ne se connaissait pas,
scellèrent un pacte qu'elle n'était pas certaine de pouvoir honorer, mais qu'elle ressentait au plus profond de son être. Le trajet vers le foyer Saint-Antoine se déroula dans un silence pesant. Lucas, installé à l'arrière de la voiture de Marie, tenait fermement son ours en peluche tout en gardant sa main libre posée sur l'épaule du siège conducteur, comme pour maintenir un contact physique rassurant avec elle. Madame Bertrand, assise côté passager, consultait les dossiers d'admission sur sa tablette, préparant méticuleusement la transition administrative. Le foyer Saint-Antoine occupait une ancienne maison bourgeoise du 3e arrondissement, rénovée pour accueillir une vingtaine d'enfants en difficulté. Ses murs de pierre claire et ses volets verts lui donnaient un aspect moins institutionnel que les structures modernes, mais Marie savait que derrière cette façade chaleureuse se cachait la réalité complexe de la protection de l'enfance française, avec ses contraintes budgétaires et son personnel surchargé. Madame Roussel, la directrice du foyer, les accueillit dans son bureau décoré de dessins d'enfants et de plantes vertes. Femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant mais fatigué, elle examina le dossier de Lucas avec l'expertise de 20 années d'expérience. Traumatisme de négligence, mutisme sélectif, attachement insécure, marmonnait-elle en parcourant les conclusions du docteur Lemoine. Il va falloir du temps et beaucoup de patience. Nos équipes sont formées pour ce type de profil, mais chaque enfant réagit différemment. Lucas était resté dans le couloir avec une éducatrice, Madame Dupont, qui tentait de lui faire visiter les lieux. Marie l'entendait poser des questions restées sans réponse, l'enfant s'étant refermé dans son mutisme dès qu'elle avait quitté son champ de vision. « Il semble avoir développé un attachement très fort avec vous, capitaine », observa Madame Roussel. « C'est compréhensible étant donné les circonstances de votre rencontre, mais cela risque de compliquer son intégration ici. Que voulez-vous dire ?» demanda Marie, bien qu'elle redoutât la réponse. Les enfants traumatisés ont tendance à s'accrocher à la première figure d'autorité bienveillante qu'ils rencontrent. Mais pour qu'il puisse guérir et s'attacher sainement aux éducateurs qui vont l'accompagner au quotidien, il faut qu'il apprenne à se détacher progressivement de vous. Les mots de la directrice frappèrent Marie comme une condamnation. On lui demandait d'abandonner cet enfant qui lui faisait confiance, au nom de son bien-être supposé. Dans le couloir, Lucas avait fini par s'asseoir par terre, dos au mur, serrant son ours contre lui tout en fixant obstinément la porte du bureau où se trouvait Marie. Madame Dupont, éducatrice expérimentée habituée aux situations difficiles, s'était assise à côté de lui sans insister, respectant son besoin de silence. Quand Marie sortit enfin du bureau accompagnée de Madame Bertrand et de la directrice, Lucas se leva d'un bond et courut vers elle. « Tu pars » demanda-t-il avec une angoisse palpable dans la voix. Marie s'agenouilla devant lui, consciente que ce moment déterminerait probablement l'avenir de leur relation. « Je dois retourner travailler, mais je reviendrai te voir demain. Et après-demain aussi. Et tous les jours, où ce sera possible. » Lucas la regardait intensément, jaugeant la sincérité de ses paroles. Puis, dans un geste qui bouleversa toutes les personnes présentes, il posa ses petites mains sur les joues de Marie et murmura ces mots qui changeraient tout. « Tu es ma maman maintenant. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Marie sentit des larmes qu'elle retenait depuis des heures couler sur ses joues, mélange d'émotions pures et de responsabilités écrasantes. Madame Bertrand et Madame Roussel échangèrent un regard inquiet, conscientes que la situation venait de prendre une tournure imprévisible. Dans le cœur de Marie, quelque chose venait de basculer définitivement, une certitude qu'elle ne pourrait plus jamais abandonner cet enfant, quelles qu'en soient les conséquences professionnelles et personnelles. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon émotionnel qui épuisa Marie plus qu'une année d'enquête difficile. Chaque matin, avant de se rendre au commissariat, elle passait prendre des nouvelles de Lucas au foyer Saint-Antoine. L'enfant l'attendait invariablement près de la fenêtre du salon, son ours en peluche dans les bras, scrutant anxieusement la rue jusqu'à ce qu'apparaisse la Peugeot bleue qu'il reconnaissait désormais de loin. Ces retrouvailles quotidiennes devenaient le moment le plus important de leurs journées respectives, créant une routine affective que ni l'un ni l'autre n'osait remettre en question. « Il ne mange correctement que quand vous êtes là », expliqua Madame Dupont à Marie lors de leur 3e visite. Et il refuse catégoriquement de participer aux activités de groupe. Hier, pendant l'atelier dessin, il a passé 2 heures à dessiner le même portrait. Une femme en uniforme de police. L'éducatrice tendit à Marie une feuille de papier froissé où elle reconnut sa propre silhouette croquée avec la maladresse touchante d'un enfant de 8 ans, mais avec un souci du détail qui révélait l'intensité de ses observations. Le commissariat du 3e arrondissement bourdonnait de son activité habituelle quand Marie arriva ce jeudi matin, en retard à cause de sa visite prolongée au foyer.
Le commandant Girard, son supérieur hiérarchique, l'attendait dans son bureau, une expression soucieuse sur son visage buriné par 30 années de police judiciaire. « Marie, asseyez-vous, il faut qu'on parle. » Le ton formel inhabituel mit immédiatement Marie sur ses gardes. « J'ai eu Madame Bertrand au téléphone. Elle s'inquiète de votre implication personnelle dans l'affaire Moreau. » Mon implication ? Marie sentit la colère monter en elle. « Je fais mon travail, commandant. Je suis la première intervenante sur ce dossier. Il est normal que j'assure le suivi. » Le commandant Girard soupira en feuilletant le rapport d'intervention. 2 heures par jour au foyer, des appels répétés aux services sociaux pour connaître l'évolution de la situation, des demandes d'informations sur les procédures d'adoption. Marie, vous dépassez largement le cadre de vos missions. Chaque mot était un coup de poignard dans la carapace professionnelle que Marie s'efforçait de maintenir. Cet enfant a besoin de stabilité, se défendit-elle avec une véhémence qui trahissait ses propres doutes. Il a vécu un traumatisme majeur. Il s'accroche à moi parce que je représente la sécurité qu'il n'a jamais eue. Si je disparais brutalement de sa vie, je risque de le détruire définitivement. Le commandant Girard hocha la tête, comprenant la logique de son raisonnement tout en mesurant les dangers de cette situation exceptionnelle. Je comprends votre point de vue, mais vous n'êtes pas assistante sociale, Marie. Et surtout, il marqua une pause délicate. Surtout compte tenu de votre situation personnelle récente, je m'inquiète de vos motivations profondes. L'allusion à son divorce et à son désir d'enfant inassouvi blessa Marie plus qu'elle ne voulut l'admettre. « Ma vie privée n'interfère pas avec mon travail », répliqua-t-elle sèchement. « Vraiment ? Alors expliquez-moi pourquoi vous avez pris rendez-vous avec 3 cabinets d'avocats spécialisés en droit de la famille cette semaine ?» La question du commandant Girard tomba comme un coup près. Marie réalisa qu'elle avait sous-estimé la vitesse à laquelle les informations circulaient dans les services administratifs interconnectés de Lyon. Le silence qui suivit fut interrompu par la sonnerie du téléphone. Madame Dupont du foyer Saint-Antoine semblait affolée. « Capitaine Dubois, il faut que vous veniez immédiatement. Lucas a fait une crise d'angoisse terrible. Il s'est enfermé dans sa chambre et refuse d'en sortir. Il ne cesse de répéter votre nom. » Marie sentit son cœur s'emballer. « J'arrive tout de suite. » Elle raccrocha sous le regard réprobateur de son supérieur, qui comprenait que la situation lui échappait complètement. « Marie, si vous sortez de ce bureau maintenant, ce sera considéré comme un abandon de poste, » déclara fermement le commandant Girard. « Cet enfant n'est pas votre responsabilité personnelle. Il y a des professionnels formés pour s'en occuper. » Marie se leva, ses mains tremblantes trahissant la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. « Commandant, avec tout le respect que je vous dois, cet enfant a confiance en moi. Si je l'abandonne maintenant, je ne pourrai plus jamais me regarder dans une glace. » Elle prit sa veste et se dirigea vers la porte. « Prenez votre décision. Mais moi, j'ai pris la mienne. » Le trajet jusqu'au foyer lui parut interminable. Les embouteillages de Lyon à l'heure du déjeuner l'obligeaient à une lenteur qui contrastait avec l'urgence qu'elle ressentait. Son téléphone vibrait constamment. Message de Moreau qui s'inquiétait de son absence. Appel manqué de Thomas qui voulait finaliser les détails de leur divorce. Notification de l'avocat spécialisé en adoption qu'elle avait consulté la veille. Sa vie personnelle et professionnelle s'entremêlaient dans un chaos qu'elle peinait à maîtriser. En arrivant au foyer, Marie découvrit un attroupement inhabituel dans le couloir du premier étage. Madame Roussel, Madame Dupont et Dr Lemoine, qui avaient été appelés en urgence, discutaient à voix basse devant la porte fermée de la chambre de Lucas. « Il est enfermé depuis 2 heures », expliqua Madame Dupont. « Tout a commencé quand je lui ai dit que vous ne pourriez peut-être pas venir aujourd'hui à cause de votre travail. Il a commencé à crier que vous l'aviez abandonné comme sa maman, puis il s'est enfermé. On entend qu'il pleure, mais impossible de le faire sortir. » Marie s'approcha de la porte et colla son oreille contre le bois. Elle entendait effectivement les sanglots étouffés de Lucas, entrecoupés de mots incompréhensibles. « Lucas, c'est Marie ? Je suis là maintenant. Tu peux ouvrir la porte ?» Le silence se fit instantanément de l'autre côté. « Marie ?» La voix de l'enfant était rauque d'avoir trop pleuré. « C'est bien moi, mon petit. Ouvre-moi, s'il te plaît. » Le bruit de la clé qui tournait dans la serrure résonna dans le couloir silencieux. La porte s'entr'ouvrit et Marie découvrit Lucas dans un état qui lui brisa le cœur. Ses yeux étaient gonflés de larmes, ses cheveux blonds collés par la transpiration, et il serrait son ours en peluche avec une force désespérée. Sans un mot, il se jeta dans les bras de Marie qui s'était agenouillée à sa hauteur. « Tu étais parti. J'ai cru que tu reviendrais plus jamais », sanglota-t-il contre son épaule. « Je suis là, Lucas. Je suis là et je ne partirai plus », murmura Marie, consciente que cette promesse engageait son avenir d'une manière irréversible. Dr Lemoine observait la scène avec l'œil clinique du professionnel,
mais aussi avec l'émotion de la femme qu'elle était. Il présente tous les signes d'un attachement anxieux sécurisé. Dans son développement psychologique perturbé par les carences précoces, vous représentez la figure d'attachement primaire qu'il n'a jamais eue. Rompre ce lien maintenant serait effectivement traumatisant. Ces mots confirmaient ce que Marie ressentait instinctivement, mais également l'ampleur du défi qui l'attendait. Dans la chambre de Lucas, décorée de dessins d'autres enfants du foyer mais personnalisés par ses propres créations, représentant invariablement Marie, l'enfant s'était calmé. Il s'était installé sur le lit simple, son ours sur les genoux, et regardait Marie avec cette intensité particulière qu'elle avait appris à reconnaître. « Marie, dit-il d'une voix encore fragile, est-ce que tu peux être ma vraie maman? Pas juste pour jouer, mais pour toujours ?» La question posée avec la simplicité désarmante de l'enfance contenait pourtant toute la complexité des procédures légales, des enjeux psychologiques et des bouleversements personnels qu'impliquait une adoption. Marie prit les petites mains de Lucas dans les siennes, sentant leur fragilité et leur confiance absolue. « Lucas, devenir ta maman pour toujours, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a beaucoup de papiers à remplir, des personnes à convaincre, des règles à respecter. Mais tu veux bien essayer ?» l'interrompit-il avec un espoir qui illuminait soudain son visage. Marie regarda cet enfant qui avait chamboulé sa vie en quelques jours, qui avait réveillé en elle des instincts maternels qu'elle croyait à jamais enfouis, qui lui offrait une seconde chance de construire la famille qu'elle avait toujours désirée. « Oui, Lucas, je veux bien essayer. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir ta maman. » Ces mots, prononcés avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas, scellèrent leur destin commun. Le soir tombait sur Lyon quand Marie quitta enfin le foyer, après avoir couché Lucas et lui avoir lu 3 fois la même histoire. Dans sa voiture, elle consulta ses messages. Le plus récent provenait du commandant Girard. « Marie, prenez un congé exceptionnel. Régularisez votre situation personnelle, puis on en reparle. » Elle comprit qu'elle avait franchi un point de non-retour, que sa carrière telle qu'elle la connaissait venait peut-être de se terminer, mais qu'une autre vie s'ouvrait devant elle. En rentrant chez elle, dans son appartement trop ordonné du 6e arrondissement, Marie ouvrit pour la première fois depuis 3 ans la porte de la chambre qu'elle avait transformée en bureau après son divorce. Demain, elle commencerait à la transformer à nouveau en chambre d'enfant, pour Lucas, pour son fils. Car c'est ainsi qu'elle l'appelait désormais dans son cœur, malgré tous les obstacles juridiques et administratifs qui se dressaient encore entre eux. Elle avait trouvé sa mission de vie, et rien ne l'empêcherait de la mener à bien. 6 mois plus tard, un matin de mai ensoleillé baignait le tribunal de grande instance de Lyon d'une lumière dorée qui semblait porter tous les espoirs de Marie. Assise sur un banc en bois ciré, elle tenait fermement la main de Lucas qui portait pour la première fois un costume bleu marine qu'ils avaient choisi ensemble la semaine précédente. L'enfant avait grandi, ses joues s'étaient remplies grâce aux repas réguliers et à l'amour inconditionnel qu'il recevait désormais. Ses yeux bleus brillaient d'une confiance retrouvée, mais Marie sentait sa petite main trembler légèrement dans la sienne. « Tu as peur ?» demanda-t-elle doucement. Lucas leva vers elle un regard où se mêlaient appréhension et espoir. « Un peu. Et si le juge dit non ?» Marie caressa ses cheveux blonds soigneusement peignés. « Alors on recommencera jusqu'à ce qu'il dise oui. Je t'ai promis qu'on y arriverait. Tu te souviens ?» L'enfant hocha la tête, serrant plus fort son ours en peluche, fidèle compagnon qui l'avait accompagné dans toutes les épreuves. Maître Dubois, l'avocate spécialisée en droit de la famille que Marie avait finalement choisie, s'approcha d'eux avec un dossier volumineux sous le bras. « Les rapports sont tous positifs », annonça-t-elle avec un sourire rassurant. L'enquête sociale, l'évaluation psychologique, les témoignages du foyer, tout concourt à démontrer que cette adoption est dans l'intérêt supérieur de Lucas. Ces derniers mois avaient été un parcours du combattant administratif, ponctué d'entretiens, de visites à domicile et d'évaluations en tout genre. La décision de Marie d'abandonner temporairement sa carrière pour se consacrer entièrement à Lucas avait fait scandale au commissariat, mais elle ne regrettait rien. Elle avait utilisé ses économies pour aménager son appartement, transformant définitivement le bureau en chambre d'enfant aux murs peints en bleu ciel, décoré de dessins que Lucas réalisait désormais avec enthousiasme. Leur quotidien s'était organisé autour de rituels simples, petit déjeuner partagé, accompagnement à l'école, devoirs le soir, histoires avant le coucher, affaire Dubois contre État français, concernant l'adoption de Lucas Moreau, annonça le greffier. Ils pénétrèrent dans la salle d'audience, impressionnante avec ses boiseries sombres et ses hauts plafonds. Le juge des enfants, Madame Leroy, une femme d'une 60aine d'années au regard bienveillant mais ferme,
examina attentivement le dossier ouvert devant elle. « Madame Dubois, expliquez-moi pourquoi vous souhaitez adopter cet enfant. » Marie se leva, Lucas à ses côtés. « Monsieur le juge, il y a 6 mois, j'ai rencontré un petit garçon brisé qui survivait dans des conditions inhumaines. Aujourd'hui, je vois un enfant épanoui qui va à l'école, qui rit, qui rêve d'être policier comme ça. » Elle s'interrompit, émue. « Comme moi. Lucas m'a appris que l'amour maternel ne se résume pas à donner la vie, mais à la protéger, la nourrir, l'accompagner. » Sa voix tremblait légèrement, mais sa détermination restait inébranlable. Le juge se tourna vers Lucas. « Et toi, Lucas, que penses-tu de tout cela ?» L'enfant regarda Marie, puis se tourna vers le juge avec un courage qui surprit toute l'assistance. « Marie, c'est ma maman. Elle m'a sauvé quand j'étais tout seul et elle m'a appris que les adultes peuvent être gentils. Je veux qu'elle soit ma maman pour toujours. » Ces mots, prononcés avec la sincérité pure de l'enfance, résonnèrent dans le silence de la salle d'audience. Madame le roi consulta longuement les différents rapports, créant une tension palpable dans la salle. L'enquête sociale révèle un environnement stable et sécurisant. L'évaluation psychologique de l'enfant montre une évolution remarquable depuis son placement chez Madame Dubois. Elle marqua une pause qui parut interminable. Cependant, Madame Dubois, votre situation professionnelle reste précaire. Comment comptez-vous subvenir aux besoins de cet enfant sur le long terme? J'ai postulé dans une société de sécurité privée, répondit Marie. Mon expérience en protection des mineurs m'ouvre de nouvelles perspectives, et j'ai économisé suffisamment pour assurer notre quotidien pendant la période de transition. Elle avait en effet reçu une proposition intéressante d'une entreprise spécialisée dans la sécurité des établissements scolaires, un domaine où son expertise était particulièrement appréciée. Le juge referma le dossier et regarda longuement Marie et Lucas. Dans cette affaire, je vois un enfant qui a trouvé la stabilité affective dont il avait besoin et une femme qui a découvert sa vocation maternelle dans les circonstances les plus inattendues. Le cœur de Marie battait si fort qu'elle était certaine que toute la salle pouvait l'entendre. Par conséquent, j'accorde l'adoption plénière de Lucas Moreau par Marie Dubois, avec tous les droits et devoirs que cela implique. Lucas bondit de sa chaise et se jeta dans les bras de Marie qui fondit en larmes de joie. « Maman, tu es vraiment ma maman maintenant » criait-il en la serrant de toutes ses forces. Marie le souleva, le tenant contre elle comme elle avait rêvé de le faire depuis leur première rencontre. « Oui, mon chéri, je suis ta maman, et tu es mon fils, pour toujours. » 3 mois plus tard, par un dimanche ensoleillé de septembre, Marie poussait Lucas sur les balançoires du parc de la Tête d'Or. L'enfant riait aux éclats, ses cheveux volant au vent, transformé en petit garçon joyeux et insouciant. « Plus haut, maman, plus haut !» Marie souriait, heureuse de cette normalité qu'elle avait tant désirée. Son nouveau travail lui plaisait, leur routine familiale s'était installée naturellement, et Lucas excellent à l'école. « Maman, » dit soudain Lucas en sautant de la balançoire, « merci de m'avoir sauvé. » Marie s'agenouilla pour être à sa hauteur, comme elle l'avait fait ce premier jour dans l'appartement sordide. « C'est toi qui m'as sauvé, Lucas. Tu m'as appris ce que signifiait vraiment être une maman. » L'enfant la serra dans ses bras, et Marie sut qu'ils avaient tous les deux trouvé ce qu'ils cherchaient, sans le savoir. Une famille, née non du sang, mais de l'amour inconditionnel et de la détermination à ne jamais abandonner ceux qu'on aime.